Bienvenue dans Pause Confidence, un espace où l'on prend le temps d'écouter, le temps de comprendre, le temps d'aller au-delà des apparences. Je suis Leïla El-Mahi, poétesse et écrivaine. Et chaque semaine je reçois un artiste, poète, chanteur, peintre, penseur, pas seulement pour parler d'art. Mais pour parler de ce que l'art révèle, de ce qu'il dénonce, de ce qu'il guérit. Parce que l'art n'est pas un divertissement, c'est un miroir, un acte de résistance, un acte spirituel. Ici, nous parlerons de racisme, de courage, de transmission, de vérité. Nous parlerons de ce qui dérange. Pour mieux construire Pause Confidence, c'est une rencontre d'âme à âme. Et si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Bienvenue. 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 Bonjour à tous, Pause confidentielle est un rendez-vous. Un rendez-vous où l'on se retrouve, tout simplement, pour échanger avec des sujets qui dérangent parfois, mais qui méritent d'être dits, d'être entendus, partagés, surtout, et peut-être repartir un peu plus grand, un peu plus conscient de ce que l'on ignore. On donne la parole à celles et ceux qui traversent les tempêtes sans renoncer à leurs rêves. Aujourd'hui, j'accueille une femme dont le parcours est un combat, mais aussi une force. J'invite Angélique Leroy, aussi connue sous le nom de Marianne Joconde sur les réseaux sociaux, à nous parler de son chemin neuroatypique, de ses batailles administratives, juridiques, mais pas simplement, aussi et surtout humaines. Angélique, merci d'être là. Merci beaucoup, Lily. Merci, chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie d'être là en tant que Marianne Joconde. Oui, alors Angélique, on s'est retrouvés autour de la poésie. Aujourd'hui, on va parler justement d'un sujet, de ce sujet très important qui touche beaucoup de personnes et toi aussi, tu vas nous en parler. Et avant de parler justement des procédures et des combats, j'aimerais que tu nous parles de toi. Qui es-tu? Alors, je suis donc Angélique Leroy, j'ai 40 ans, j'habite à Grigny, j'ai toujours vécu à Grigny d'ailleurs, mais pas forcément dans le même quartier. Donc, c'est situé en Essonne, dans le 91, donc en banlieue parisienne, une des villes les plus pauvres de France. Donc, c'est important, je le précise, parce que ça fait aussi la richesse de ce parcours où la partie neuroatypique qu'on va développer par la suite et aussi environnementale, c'est-à-dire que ça n'a pas aidé non plus à aller dans un développement serein. Ensuite, je suis en reprise d'études à l'université Évry-Paris-Saclay en L1 art du spectacle, donc à 40 ans, pour me redonner une chance dans les choses que j'aurais voulu faire plus tôt, mais que malheureusement je n'ai pas pu. Et justement, l'art a été pour moi une forme de remédiation cognitive et a été aussi quelque chose qui a nourri le personnage que je suis devenue aujourd'hui, c'est-à-dire la Marianne Joconde de Banff. Ouais, tu te définis comme multidis, TDAH, avec des troubles des fonctions exécutives.
Peux-tu nous expliquer ce que cela signifie concrètement dans ton quotidien? Alors, il faut savoir que pour les 10, entre autres, et le TDAH, j'y viendrai après, Oui. c'est quelque chose qui se développe dès l'enfance. C'est pas quelque chose qu'on découvre du jour au lendemain. Simplement, dans les années 80, c'était pas vraiment dépisté. On n'avait pas vraiment de mots sur ces troubles, même si chez moi, c'était évident, puisque médicalement, on avait vu que j'avais un retard de langage, j'avais du mal à prononcer, Oui. à formuler des phrases. Donc, j'ai eu un suivi orthophoniste par rapport à cela. J'ai eu également des difficultés à tenir mon crayon. On me disait t'écris comme un cochon, j'arrivais pas à écrire entre les lignes, à tenir un compas, à tenir une règle et une équerre à la fois. Donc tout ça, ça a été très fastidieux. Ça a commencé très tôt. Très tôt. Même pour faire les lacets, c'était compliqué. Pour apprendre à faire du vélo, ça a mis beaucoup de temps. Donc tout ça, en fait, était déjà présent, mais sauf qu'on n'avait pas de mots pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, ce que je peux dire, c'est que mes parents ont été une aide indispensable, parce que s'ils n'avaient pas été là, ben, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Parce que même si les professeurs font ce qu'ils peuvent, ou même si à l'époque le CMP faisait aussi ce qu'il pouvait, sans mes parents, je n'aurais pas réussi à remédier à un certain nombre de choses. Par exemple, ma mère m'a aidé à apprendre à lire, parce que ça a été très fastidieux. Ou elle prenait le temps après l'école, ou alors pour nous, c'est encore plus difficile parce qu'on est déjà fatigué par rapport à notre journée d'école et que nous, c'est pas 5 minutes que ça dure, mais ça dure des heures pour arriver à la même chose que quelqu'un d'autre. Donc, ma mère avait cette patience-là de m'accorder un temps de lecture, de recopier les exercices sur un cahier avec des passages à trous pour pouvoir m'alléger, en fait, le côté fastidieux de l'écriture. Et puis, elle prenait le temps de me faire des dictées aussi pour que j'apprenne les règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison avec des codes couleurs. D'accord, mais avant, là, tu as eu, heureusement, j'ai envie de dire, et tant mieux que la maman a pu être là pour soutenir, parce que c'est, voilà, tout le monde ne le fait pas forcément. Mais les premiers signes, les premiers instants, c'est à l'école que ça s'est détecté, ou tu l'as ressenti déjà très jeune, ou la maman déjà a remarqué des petits troubles? En fait, souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que comme c'est héréditaire, le parent l'ignore lui-même. Oui, voilà. Donc, ce qui veut dire que moi, avec du recul aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que déjà à l'école maternelle, je n'arrivais pas à rester en place et que même pour faire la sieste, je voulais jamais aller dormir. D'accord, il y avait une hyperactivité déjà jeune. On voulait m'imposer la sieste, mais moi, je ne pouvais pas. D'accord. Et déjà, il y avait ces symptômes-là que j'ai aussi retrouvés avec mon fils aîné. Donc, de fil en aiguille, on arrive à faire des liens entre les choses et ce côté héréditaire. D'accord, le côté héréditaire. Justement, c'est important parce qu'il y a forcément des familles qui ont des enfants et qui ont des enfants, souvent, ils voient leurs enfants hyperactifs, mais pour eux, en fait, c'est plus des caprices, c'est plus voilà, des enfants qui sont méchants que détecter qu'ils ont vraiment et concrètement quelque chose qui leur manque, un peu plus d'attention. Et c'est important d'en parler, c'est vraiment très important. En tout cas, ma mère me disait que je mettais toujours le linge qu'elle venait juste de repasser, je mettais en bordel déjà. Voilà, donc, c'est le côté un peu, on va dire, farceux, mais c'était pas forcément de la farce. Je pense que ça faisait vraiment partie des troubles. C'est-à-dire, t'avais beau me dire, bah, faut pas toucher, bah, je touchais. Voilà, par exemple. D'accord. Et puis, j'avais une intolérance au bruit très fort, qui est toujours présent d'ailleurs. C'est-à-dire que quand elle passait l'aspirateur, j'avais peur. Tout ce qui est bruit soudain, c'est vrai que même aujourd'hui, hein, les pétards, les feux des enfants qui ont peur de l'aspirateur, effectivement, qui ont peur des bruits de fort, exactement. D'accord. Donc, alors tu dis quelque chose de très fort, Angélique. Le statut de victime ne laisse aucune marge d'erreur. Est-ce que tu peux nous raconter ce que cela veut dire, vivre avec cette pression permanente? Oui, je parle de statut victime qui tue parce que dans mon ancienne entreprise, j'étais lanceuse d'alerte. Une lanceuse d'alerte, c'est quand on a un mandat syndical pour faire remonter les problèmes au sein d'un service, entre autres, ou de plusieurs services. Dans mon cas, c'était impliqué un service en particulier qui est réputé être
un service compliqué, c'est-à-dire tout ce qui est centre d'appel. On sait très bien que les conditions de travail sont très difficiles. Et suite à une fusion, en fait, il y a eu des changements de conditions de travail, des changements de collègues, des changements de protocole, etc., qui a fait que il y a eu un effondrement psychique de plusieurs collègues. Et du coup, il y a eu un effet, si vous voulez, de transfert et de contre-transfert, même en tant que délégué du personnel, puisque vous sentiez impuissant par rapport à cette hécatombe de mal-être qui s'installait et qui a permis de déclencher en fait une enquête risques psychosociaux. Et d'autre part, en tant que personne, puisque vous avez envie de faire que les choses changent et que du coup, vous tentez de trouver des solutions pour pas que les personnes souffrent. Et quand je suis tombée malade ensuite, on a profité en fait de mes problèmes de santé qui en plus sont liés aux conditions de travail que j'ai eues pour m'atteindre personnellement aussi sur ce que j'ai dénoncé, puisque ça s'était aussi répertorié sur mon entretien annuel d'évaluation où on m'a reproché en fait indirectement, mais clairement quand même, le fait de faire trop bien ma mission de délégué du personnel. Le système était des fois plus dur que l'épreuve elle-même. Oui, parce qu'en fait, derrière, quand on a été licencié, il a fallu faire reconnaître que c'était un licenciement nul. Il faut avoir de l'argent pour avoir un avocat, surtout un avocat qui arrive à tenir tête à un avocat avec de l'argent illimité par rapport à l'entreprise, parce que c'est une grosse entreprise. Donc, il faut s'imaginer que ces entreprises ont des pratiques pour épuiser votre adversaire qui, lui, n'a pas les mêmes moyens et le temps pour pouvoir essayer de gagner de cette façon-là. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. En sachant qu'avant de saisir un avocat, j'avais fait appel à plusieurs interlocuteurs, comme l'inspection du travail, qui n'était pas forcément... De procédure au prud'homme, une cour d'appel, des licenciements reconnus nuls pour discrimination et harcèlement moral. Comment on tient debout au milieu de tout cela, Angélique? C'est une excellente question et en plus, ça me fait plaisir que tu me la poses parce que tout à l'heure, tu as introduit l'émission en disant qu'on s'est rencontrés dans la poésie. Et en fait, j'ai un peu les poils quand je parle parce que je suis concernée par la situation. C'est qu'en fait, par rapport à ce surplat, à ce trop-plat, on m'amusait en fait dans ce qui s'est passé. Je me suis mise à écrire et à déverser mes mots sur des playlists de musique. Et d'ailleurs, j'ai joué sur le mot playlist parce que play, c'est le mot play, blessure, mais aussi play parce que je deviens acteur, je deviens celle qui va redonner un souffle à ma vie. Et donc, je me suis rendu compte que quand j'écrivais... C'est moi qui ai des chants de poule aussi. Voilà, c'est ça. Et quand je me suis rendu compte, quand j'écrivais ce qui s'est passé, donc le prélude à un déluge, d'ailleurs, le déluge, l'image de la dépression, et je me suis exposée à dire, parce que vous avez voulu me faire taire, et moi, je vais dire pour toutes les victimes que l'on tait au quotidien et qui sont obligées de se battre aussi face à une administration qui ne va pas non plus les soutenir, de dire que l'art, c'est aussi une façon de trouver cette énergie, en fait, cette énergie vitale, cet élan de vie pour remonter les flots. Ce qui ne t'a pas empêché d'abandonner, justement. Tu parles d'épée de Damoclès où trouves-tu la force de continuer, justement, malgré, il y a cette force, cette pression constante que tu vis. Bon, tu dis l'écriture, la poésie aussi, puisque tu écris beaucoup de poésie, t'affirmes aussi par rapport à ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Tu as écrit pas mal de plusieurs livres que tu peux d'ailleurs citer, Angélique. Malgré tout, on revient peut-être un petit peu aussi à ton parcours. On reviendra peut-être tout à l'heure à la poésie. Tu as validé ton premier semestre, c'est ce que tu dis, l'art du spectacle. Bravo, Angélique. Qu'est-ce que cela représente pour toi, Angélique? C'est vraiment toute une revanche, une vie, parce que quand on voit le mal que je me suis donné pour apprendre à parler, pour rédiger même, parce que moi, je voulais déjà être écrivain quand j'étais enfant. Mais on me disait, bon, t'as beaucoup d'imagination, mais tes phrases, elles tiennent pas debout. Faut s'imaginer que c'est quelque chose de très frappant et qu'aujourd'hui, je viens devant vous
avec une éloquence Oui. qui quand même charismatique, quelque chose que j'ai forgé au fil du temps, et aussi ce côté de se dire que maintenant je suis capable d'écrire, que je suis capable de dire des mots que je n'ai pas toujours su exprimer, parce que aussi par rapport aux neuroatypies, il y a des choses qu'on ne sait pas toujours exprimer avec des mots, parce que il y a une méconnaissance du corps, parce qu'il y a une méconnaissance aussi du monde qui nous entoure. C'est pour ça qu'on se sent souvent en décalage, parce que on est souvent incompris, mais aussi on ne comprend pas toujours ce qui se passe autour. Donc ça demande une adaptation, une compréhension, et du coup, cet héritage est pour moi, si vous voulez, un exemple pour dire que l'art, dans mon cas, a été mon pilier. Donc, l'art est devenu une forme de réparation, Voilà. de résistance. Exactement, est devenu une forme de réparation. C'est comme je disais tout à l'heure, j'ai eu des problèmes de langage, donc le théâtre. Heureusement, j'ai eu des enseignants qui ont dit, bon, celle-là, elle n'a pas confiance en elle, elle a du mal à parler, on va la mettre en théâtre. Oui. Je vous assure que je remercie ces enseignants-là, parce qu'ils ont fait quelque chose qui m'a jamais pu quitter ensuite, puisque j'ai toujours revendiqué à vouloir faire du théâtre, même si on n'avait pas forcément, et que j'ai vu ma première pièce de théâtre en seconde, d'ailleurs, parce que je suis inscrite au lycée en classe théâtre. Et donc, là, aujourd'hui, même si ça faisait déjà longtemps, je voulais reprendre des études, mais pour X raisons, je n'ai pas pu, aujourd'hui, me dire, enfin, je retourne dans ce que j'ai envie de faire, dans ce qui est dans mes tripes. Voilà, ce qui m'anime, exactement, c'est magnifique. De ce qui m'anime, me dire, voilà, je vais enfin aussi créer mes spectacles, je vais enfin donner une nouvelle vision à la parole qu'on peut priver à des personnes comme moi. Angélique, dire une chose aux institutions, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Il faut beaucoup plus de prévention et de se dire que les neuroatypiques ne sont pas idiots. Ils apprennent autrement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a sauvée, c'est quand même la curiosité. On va pas dire que la curiosité est forcément quelque chose identique pour tout le monde, est une règle fondamentale. Mais en fait, si un enfant décroche, neuroatypique ou pas, j'ai envie de dire, c'est parce que vous n'êtes pas, vous ne lui proposez pas en fait la solution appropriée à son fonctionnement, Comme je disais tout à l'heure, mes parents, ma mère, puis après mon père pour les mathématiques, qui m'a donné une astuce pour comprendre les divisions, alors que moi-même je suis dyscalculique. Parce qu'il a pris le temps de m'expliquer, parce qu'il m'a donné le temps de t'expliquer, voilà. Et ça c'est important. C'est vraiment, il faut l'entendre, parce que je ne dis pas que tous les parents ne le font pas, mais c'est important d'en prendre conscience et d'écouter en fait les enfants et leurs besoins. Et ce que tu dis, pour moi, ça me porte à cœur, parce que moi, je sais que j'étais une enfant plus mature que mon âge. Et souvent, certaines limites, je les comprenais pas, parce que pour moi, j'étais réfléchie dans ce que je faisais. Et en fait, l'enfant, il sait pas, et le parent sachant. En fait, le parent, il doit apprendre à écouter son enfant par rapport à ses capacités en réalité. Moi, je sais que moi, en tant que mère, je suis très à l'écoute de mes enfants, qui sont aussi neuroatypiques comme moi. Et je peux dire que j'apprends énormément de mes enfants, et je me mets pas en position de sachant, bien que je sois comme un guide pour eux. Mais je ne suis pas à me dire, moi, j'ai raison et vous avez tort. J'essaie toujours de trouver des solutions et de me réajuster aussi. Oui. Si tu pouvais parler, Angélique, à la femme que tu étais en 2017, au début de ce combat, que lui dirais-tu? En fait, cette question, elle est un petit peu difficile, parce que c'est vrai qu'en 2017, c'est là où j'ai découvert mon neurinome de l'acoustique, qui était quelque chose de très douloureux. Je vais vous expliquer pourquoi. Plus qui a été en amont plus que l'annonce du verdict. C'est-à-dire que j'ai eu des conditions de travail où j'expliquais que j'avais mal aux oreilles et que j'entendais pas avec mon casque et que j'avais une fatigue inexplicable en fait, et qu'il a fallu que sur une journée grave, je dise il faut que j'aille voir l'ORL pour prendre un rendez-vous, ce qu'on ne pouvait pas prendre un rendez-vous médical comme on veut. Ça aussi, c'est un vrai problème récurrent, surtout dans les services de plateforme téléphonique, on peut pas faire ce qu'on veut en termes de congés. Et donc, c'est en allant voir un ORL qui constate que j'ai une perte auditive moyenne à ce moment-là, et qui me dit il va falloir faire une IRM pour voir
pourquoi vous avez cette perte auditive qui semble quand même pas normale et surtout unilatérale aussi. Et en fait, ça a confirmé la présence d'un neurinome de l'acoustique. Et ensuite, il s'est révélé plusieurs choses qui ont été très traumatisantes, ne serait-ce que de voir le médecin du travail qui me dit il vous reste une oreille, madame, est-ce que vous pouvez encore prendre des appels téléphoniques? Je peux vous assurer que ça a été très, très dur psychologiquement d'entendre ça, en sachant que j'avais parlé que ça n'allait plus dans mon service, que j'avais besoin de faire d'autres choses parce que j'étais dans la redondance des tâches, alors que j'étais capable de plus, que j'étais jeune, que j'étais pas foutue. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire, moi, à ce moment-là? C'est qu'en fait, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est vrai que parfois, on va se culpabiliser en se disant, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que j'aurais pu changer la donne? Je crois que non, en fait. C'est que je n'étais pas assez à l'écoute de moi, ça c'est sûr, parce que j'ai supporté la douleur au point d'avoir peur de déranger, en fait. Mais sauf que par la suite, bah, je me suis battue sans savoir où j'allais. Moi-même, j'ai découvert mon fonctionnement au fur et à mesure de mes combats qui m'ont appris un peu plus sur moi, sur des choses que j'ignorais complètement, entre autres le TDAH. Et pourquoi là, je vais me permettre de parler du TDAH? C'est pas uniquement l'hyperactivité, c'est aussi dans les troubles d'attention, comme on l'a expliqué, mais aussi dans le côté émotionnel, où parfois on déborde, ou parfois on va être sans filtre, parfois on va dire tout ce qui nous passe par la tête parce que on en a gros sur la patate, et aussi parce que dans la façon de travailler, on va être très rapide, et du coup, si on nous demande d'être tout le temps rapide, et ben en fait, on respecte pas notre fonctionnement parce qu'en fait, il y a personne pour nous dire stop, et ça nous mène à un burn-out. C'est-à-dire à force de nous dire allez, 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 parce qu'on sait que vous allez vite, et que derrière, quand vous demandez, bah oui, mais là, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin de pause, j'ai besoin qu'on me montre, parce que sinon je n'y arrive pas, parce que juste écouter, je ne peux pas, juste voir, je ne peux pas, il faut qu'on me montre, il faut que je fasse, et que derrière, on n'entend pas cela. C'est terrible. On entend parler de plus en plus de problèmes de burn-out aujourd'hui dans les entreprises. C'est vrai que les gens ont du mal à s'écouter eux-mêmes, de prendre le temps de s'écouter. Les médecins en sont conscients. Les échanges que tu as eus avec justement les médecins, les professionnels de santé en 2017 déjà, est-ce que tu as eu une écoute au niveau des professionnels de santé? Merci pour cette question. Déjà, le médecin du travail, c'est clair et net puisqu'elle a été dans le reproche et à savoir comment. En plus, elle m'a pas proposé de reclassement en fait. Il a fallu que ce soit moi qui postule. Elle m'a mis en situation horrible. Je lui ai expliqué que ça n'allait pas dans mon service. Il fallait que je postule. Enfin, il faut s'imaginer que j'étais mandatée à ce moment-là, que en plus j'allais devenir conseillère prud'homme et qu'on me demande de postuler en sachant pas comment j'allais finir avec cette opération. Ça, c'est une première chose. Mais entre-temps, j'avais eu un psychiatre qui m'avait pris sous son aile et que je remercie énormément. Heureusement qu'il a été là. Parce que même quand j'ai vu le professeur pour mon neurinome de l'acoustique, quand je lui parlais de mes problèmes et la compatibilité du métier par rapport à ce qui m'est arrivé, il m'a pas proposé de soutien psychologique. C'est-à-dire que eux, ils sont là pour vous soigner dans ce qu'ils peuvent faire, mais tout ce qui est autour, surtout quand on sait, quand on perd l'audition, c'est quelque chose de très brutal, d'une part. Puis vous dites, bah, je suis quand même jeune, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et d'autre part, quand vous savez que par la suite, vous avez une hypersensibilité au bruit et que vous avez manifesté le fait qu'il y a trop de bruit, j'ai mal à la tête, je n'entends pas, ça grésille dans mon casque, etc. Et que, en fait, vous avez beau remuer ciel et terre, faire appel au CHSCT, alors que tout le monde est là et le voit et qu'on vous laisse en plus tousser. Parce qu'il y a eu ça aussi. Je toussais à mon poste de travail avec la climatisation à fond et que moi, ça m'était en gêne et qu'on me laissait dans cette situation-là. Et c'est pour ça que, heureusement, ça a été reconnu en maladie professionnelle pour la partie dépression. J'attends toujours pour le neurinome de l'acoustique parce qu'il y a eu des conséquences de conditions de travail avant de découvrir la tumeur qui aurait pu être évitée, en fait. Et le premier jugement prud'homme qui a été reconnu en ma faveur, mais qui est contesté par l'employeur, donc qui passe en cours d'appel, et que derrière, il y a une autre procédure prud'homme juste parce que j'ai réussi à avoir la reconnaissance maladie professionnelle. Donc tout est encore, en fait, dans cette défense des droits dans le statut de victime qui tue. Exactement. Donc c'est des signes qu'on essaie
détectées déjà à l'enfance et qu'on doit surveiller au fur et à mesure de sa vie, hein, de son existence. Au niveau du travail aussi, comme tu viens de nous l'expliquer si bien, c'est important de le dire puisque aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus. Certaines entreprises aussi ont ces précautions et sont un peu plus, je dirais, entre parenthèses, à l'écoute des agents hein, qu'ils ont sous leur aile. C'est important d'en parler. C'est important aussi de s'écouter soi-même, d'écouter les signes hein, que l'on a, parce que forcément, il y a des personnes qui s'en rendent compte déjà très jeunes. Il y a des personnes qui s'en rendent compte un peu plus tard. Bien sûr. Voilà. Et peut-être qu'ils s'en rendent aussi même pas compte. C'est là où c'est intéressant justement d'échanger ton parcours, d'échanger aussi voilà ce que tu nous présentes aujourd'hui. Et voilà. Donc, est-ce que tu voudrais nous rajouter quelque chose, Angélique? En fait, sur une plateforme téléphonique, ce qui Oui, peut sembler évident, c'est oui, que quand vous intégrez le service, c'est qu'il y a au moins une audiométrie de départ. oui. Sauf qu'il y en a une. D'accord. C'est-à-dire que moi, quand j'ai expliqué que j'avais une perte d'audition, Oui, bah, on me dit, il n'y a pas d'études, on peut pas dire que c'est à cause de ça, etc. Sauf que oui, j'avais des problèmes de casque qu'on vérifiait pas et qu'on me changeait pas. Et que j'avais un problème depuis longtemps et que même au sein du service, oui. même au sein du service, on me disait, j'ai mal aux oreilles, etc. Moi, j'entends pas à double oreillette. Donc, on sait plus si c'est normal ou si c'est pas normal. Mhm. Parce qu'en fin de compte, chacun a des préférences, chacun va pas forcément le retraduire de la même façon. Donc, on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable quand c'est pas vécu de la même façon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, après plusieurs années sur une plateforme téléphonique, on en a marre. Mhm. Et en fait, dans ce service, il avait été dit qu'au début, vous faites 2 ans et après, vous pourrez changer de service. Sauf que ça n'a jamais été le cas pour la plupart. Il n'y avait pas cette possibilité de changer. Et dans mon cas, là où c'est plus grave. Alors, on disait oui. Oui, voilà, on parlait justement des conditions dans un centre d'appel. C'est-à-dire que quand on fait pas d'audiométrie pour vérifier votre audiométrie de départ et d'arrivée, parce qu'après plusieurs années, en fait, on ne vérifie pas. Donc il a fallu qu'il y ait cette alerte, en ce qui me concerne, de fatigue intense, j'entendais moins bien, j'avais du mal à reprendre par exemple une adresse mail, des numéros de téléphone. C'est des choses qui sont assez pas perceptibles comme ça, mais qu'au fur et à mesure, on se rend compte, on se dit il y a quelque chose qui est pas normal en fait. Et à force d'entendre que tout le monde avait un problème auditif, parce que tout le monde me disait ça, me disait mais j'entends pas moi aussi, on croit que c'est normal en fait. Ça peut paraître naïf, mais à force d'avoir appris toute sa vie à encaisser les choses, à se dire c'est normal. Moi, j'étais très malade régulièrement dans ma vie. J'ai eu plusieurs choses en même temps. Et en fait, comme j'ai réussi toujours à m'adapter, ce qu'on appelle la surcompensation, et qui est typique au neuroatypique, j'ai envie de dire, je m'y suis faite. Donc, c'est s'écouter sans s'écouter. C'est que, en fait, il y a aussi une responsabilité, j'ai envie de dire, collective, à sous-estimer une parole, en fait. Quand quelqu'un dit j'ai mal, il dit pas j'ai mal parce qu'il veut forcément qu'on s'apitoie sur lui. C'est qu'en fait il y a quelque chose et il faut savoir qu'est-ce qu'il a. Et donc c'est pour ça que les professionnels de santé doivent appuyer, parce que forcément, on peut se retrouver avec des personnes qui ont mal pour j'ai envie de dire pour un oui, pour un non, mais là c'est vraiment des symptômes aussi qui sont très faibles et on les ressent pas. C'est pas physiquement quelque chose qui fait très mal, c'est des choses qui dérangent dans le quotidien et que forcément des fois on ne s'en rend pas compte. Et c'est là où les professionnels de santé doivent nous alerter. Justement de nous prendre en charge et de s'écouter et de faire le nécessaire vis-à-vis de nos tâches au travail ou à la scolarité ou dans notre vie quotidienne. Je ne savais pas ce que c'était un acouphène en fait, parce que même quand on était enfant, on nous disait si tu entends un bruit, c'est qu'on parle de toi. Un truc aussi bête. Ça peut paraître bête, mais moi je crois que c'était normal. On me disait toujours ça quand j'étais enfant.
On me disait, si t'entends un son, c'est que quelqu'un parle de toi. Sauf qu'en fait, en réalité, ça devenait des tambourinements, Oui. des sifflements, ce qu'on appelle fantomatiques, et pourtant ils sont bien présents. Et ça devenait très violent, même en appel téléphonique, je m'entendais plus tellement que c'était omniprésent. Et en fait, ça annonçait une tumeur. Et en fait, là où je voudrais attirer l'attention, c'est que dans mon cas, il y a eu des conditions de travail qui ont été déplorables, mais il y a eu aussi un signalement de ma part à dire à une oreillette, j'entends pas. Il y a trop de bruit autour, j'entends pas. J'ai exprimé ça en fait. Et quand je l'ai exprimé, on ne m'a pas entendu. Et ensuite, une fois que j'ai le diagnostic, on me dit, vous allez être opéré. On verra si c'est bien un urinome de l'acoustique, ils hésitaient avec un ménagium. Mais dans les deux cas, c'est une formation anormale en fait, qui se développe au niveau du conduit auditif et qui débordait sur le cervelet et qui menaçait de monter au cerveau et du coup me rendre soit légume ou alors la mort. Donc, mais voilà. tu as fait une demande de RQTH avant la maladie professionnelle Alors, ou après, comment ça s'est passé? je te Parce remercie que là, c'était énormément. important parce que justement, les personnes qui sont reconnues RQTH, normalement, sont censées être un peu plus, on va dire, écoutées et mis dans des conditions correctes pour le travail. Je te remercie de ta question parce qu'en fin de compte, le médecin du travail que j'ai vu ne m'a jamais orienté sur le dossier RQTH. C'est par la suite qu'on m'a dit, tu peux faire ce dossier-là. D'accord. Et en fait, ensuite j'étais en relation avec des personnes du service handicap de mon entreprise, qui elles-mêmes ne pouvaient pas faire grand-chose pour m'aider à changer de service, parce que je demandais à postuler ailleurs, et ça a été aussi tout un combat. C'est pour ça qu'il y a eu une reconnaissance de faits discriminatoires dans mon dossier. Mais parce que j'étais mandatée et qu'il y a eu aussi du harcèlement moral, comme tu l'as exposé au début de l'émission. Donc je ne vais pas exposer sur l'histoire de l'harcèlement moral, mais en tout cas, il y a eu un cumul en fait de blocage qui a fait que même avec une RQTH, la voie de sortie, ça a été le licenciement d'une part, et en plus en 2 fois, mais je n'irai pas dans les détails. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, dans l'histoire, il a fallu plus qu'un combat pour pouvoir être entendu et faire reconnaître ses droits. Et ce que je veux dire, c'est que là où ça a été très très difficile, parce que il y a eu tellement de choses en fait, voilà, c'est que la seule proposition d'entreprise, ça a été de me proposer un changement de service alors que j'ai dit que j'avais eu du harcèlement moral avec mon chef, et que ça a été tardivement, parce qu'on m'a fait quand même revenir avec mon chef alors que j'ai signalé du harcèlement moral. Avec une baisse de salaire. Ça veut dire que pendant des années où j'ai travaillé dans une plateforme téléphonique, où je signale que j'ai perdu l'audition, que derrière, on me propose un changement de service avec une baisse de salaire qui n'est pas non négligeable, qui était quand même 135 € de prime, etc., et qui en plus ne manifestait pas mon évolution de toutes ces années où je n'avais pas eu vraiment d'augmentation de salaire. Il y en a eu une, mais qui était liée par la force des choses, parce qu'à un moment donné, au niveau de la convention collective, ils ont dû le faire. Mais derrière, par rapport à l'expertise que j'ai apportée au service, par rapport à mon appétence, ma quête de sens, à toutes les formations que je faisais pour dire que j'étais légitime à demander quelque chose d'autre, puisque j'ai fait aussi de la formation au sein de l'entreprise. Je m'étais investie pour être plus en phase avec mes compétences. Parce que si j'avais intégré ce service, c'est parce qu'il n'y avait pas de poste en CDI à ce moment-là, qu'on nous avait dit vous faites 2 ans et après vous pourrez changer, que malgré les 2 ans, je n'ai jamais changé, comme d'autres d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis manifestée pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus abouti par rapport à mon niveau. Et donc, du coup, on a voulu me rabaisser davantage en disant, bon, tout ce que tu as signalé n'a jamais existé, accepte un poste avec en plus une perte de salaire. Et c'est là où c'est encore plus dégueulasse. Parce que, en fin de compte, mon histoire, elle a été masquée, elle a été tue, mais là, pour une entreprise dite inclusive, parce que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, que les entreprises sont de plus en plus informées de ce qui se passe. C'est une entreprise par excellence qui connaît très bien le handicap, puisqu'elle en fait sa marque de fabrique. Simplement, derrière, le handicap invisible
et ben quand elle est sous ses yeux, quand celui-ci s'exprime, Mhm. elle l'ignore complètement et me fait endurer en fait une procédure sur procédure qui n'en finit pas et qui aussi m'affecte davantage par rapport aux préjudices subis. Parce qu'il faut avoir des nerfs, il faut avoir une énergie. Et c'est là où je peux aussi remercier mon TDAH. Parce que même si le TDAH, c'est pas un cadeau, ben là, on va dire que c'est grâce à ça que je tiens aussi. Parce que mon TDAH, en fait, j'ai appris à l'apprivoiser. J'ai appris à le connaître et j'ai appris à me dire, OK, tu fonctionnes comme ça, mais tu n'es pas une anomalie. Tu es quelqu'un qui a énormément de choses à apporter parce que je suis quelqu'un qui a toujours des solutions aux problèmes, en fait. Quand je vois quelque chose qui dysfonctionne, je suis toujours dans la proposition. Et c'est ce que j'ai fait dans mon ancienne entreprise. Exactement, donc tu as cette force toujours de vouloir avancer, de vouloir ne pas lâcher, hein, j'ai envie de dire, ne pas lâcher. Donc franchement, que dire, Angélique, qui a énormément de choses à nous dire. Donc là, on est resté sur le thème justement de ces troubles neuroatypiques. On pourrait en parler pendant des heures, avec un parcours qui montre bien que la justice est un chemin long, mais que la dignité est une force intérieure qui, justement, aujourd'hui, te mène à continuer et ne pas lâcher. Merci d'avoir partagé cette vérité avec nous. Il faut savoir que Angélique fait énormément de choses. C'est une femme que j'apprécie beaucoup, qui, de par en fait ses engagements, nous apprend tous les jours, nous fait découvrir de nouvelles choses que l'on ne connaît pas forcément, qui nous donne envie aussi de découvrir la réalité des choses derrière ce que l'on ne voit pas, derrière ce qui est tu. Le pourquoi aujourd'hui, avec Pause confidentielle, on essaie de mettre en avant et de transformer ces combats en paroles audibles. Merci Angélique pour ton partage, merci d'avoir été là avec nous. Si tu veux rajouter quelque chose de ce que l'on n'a pas abordé, tu peux le faire, peut-être avant de parler aussi un peu de fin de poésie. De toutes les manières, on aura l'occasion de te réinviter aussi pour d'autres sujets qu'on échangera ensemble. Merci Angélique. Ce que je peux faire, c'est aussi parler des projets en cours. Oui. Et donc, pour revenir sur le côté neuroatypique et sur le côté femme, d'ailleurs, on arrive bientôt à la journée de la femme le 8 mars. C'est quelque chose qui, pour moi, depuis quelques années, compte énormément. Parce que même si je me sens femme avec deux femmes, la Marianne et la Joconde, que j'incarne doublement, exactement. Voilà, parce que je sais beaucoup d'humour, vous l'apprendrez. C'est que, en fait... Il faut de l'humour. C'est ça. Il faut de l'humour dans la vie. Voilà, la femme militante et la femme artiste, c'est quelque chose en fait où j'ai toujours su que j'étais une femme, mais être une femme a été compliqué déjà à identifier par rapport à mes problèmes neurodéveloppementaux, mais aussi parce que de façon environnementale, dans la cité où j'ai vécu, être une femme a été très compliqué parce qu'il fallait raser les murs et que je vais aussi en parler dans le livre que je suis en train d'écrire qui s'appelle Ma grande biche. Et du coup, en fait, tout ce que j'ai fait depuis que je me suis mise à écrire m'a permis de rencontrer des gens formidables, tout comme toi, Lily et Giancarlo aussi. M'a permis de rencontrer des personnes comme vous et m'ont permis aussi de m'inscrire dans des projets autour de la femme qui me permet aussi une meilleure connaissance de soi, comme je le disais au tout début, parce qu'en fin de compte, toutes ces épreuves ont été une façon de se connaître. Et donc, pourquoi c'est viscéral de savoir ce que c'est une femme, c'est parce que je me suis sentie privée et peut-être que c'est pour ça indirectement il a fallu que je dise doublement que je suis une femme avec la Marianne Joconde. C'est parce que vraiment j'ai senti que même en tant que femme neuroatypique, parce que je suis une femme, ça ne se voit pas pareil qu'un garçon, donc on va pas entendre de la même façon, donc elle s'agit pas comme un hyperactif garçon, donc elle peut pas être hyperactive. Après,
au niveau de ma vie professionnelle, on voyait que je faisais beaucoup de choses à la fois et que on me disait mais comment tu fais tout ça en une seule journée? Mais parce qu'il y avait cette quête de sens où après j'ai appris que j'avais aussi un fonctionnement au potentiel qui explique mon appétence, le fait que les choses se sont compensées entre elles. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas toujours qu'on a du mal à comprendre mon profil, c'est-à-dire attends, elle est intelligente, elle comprend des choses, mais à la fois elle est en difficulté, qu'est-ce qui se passe? Et donc en ce moment, je me suis inscrite donc sur plein de choses comme le collectif Sororité Chérie et Oestrogène avec un collectif de femmes d'Afrique et d'Europe où nous sommes exprimés sur la féminité. Pour l'année dernière, sur le projet l'art contre le féminicide, sur les violences faites aux femmes, parce que même si moi j'ai pas de coups physiquement, j'en ai eu en tant que humain en fait. J'ai été attaquée mais sur plein de choses. C'est pour ça que je suis très impliquée sur tout ce qui est question de racisme et discrimination, parce qu'on pense que ça se calque à un seul masque, à une seule image, alors qu'en fait j'ai eu tout de tous les côtés en fait. J'ai été mais vraiment attaquée à divers niveaux. Et donc là, le 11 mars, il y aura une diffusion d'un court-métrage qui s'appelle Andolore, avec un petit reportage justement pour parler de la douleur au féminin, donc l'endométriose, qui est encore un sujet tabou, mais qui fait aussi partie des sujets tabous comme les règles qui peuvent être douloureuses chez les femmes, où on dit bon bah c'est pas grave, etc. Alors que ça fait partie aussi d'inconvénients d'une forme d'handicap aussi au travail. Par moment, bah, tu peux pas travailler parce que t'as trop mal, donc tu aurais besoin de faire une pause ou de t'arrêter. Même si aujourd'hui on sait qu'il y a des jours exprès, il a fallu que beaucoup de femmes finissent par s'exprimer pour qu'enfin elles soient entendues. Et donc pourquoi je parle de sororité, et je te remercie Lily de permettre ce message de sororité au moment de la journée de la femme qui arrive là le 8 mars, c'est de se dire genre, j'ai vécu quelque chose de difficile, mais je suis capable aussi d'écouter une autre personne qui a vécu quelque chose de difficile et de pas chercher à comparer ce que j'ai vécu moi et aussi à autant que ce que l'autre a vécu, et donner cet échange de paroles. Je trouve ça normal et équitable. D'ailleurs, c'est ce que je dis aussi dans tous les projets que je fais, c'est-à-dire que quand il y a un travail d'équipe, j'aime bien que tout le monde soit un peu en lumière et que ce que j'ai vécu en équipe apparaisse comme on l'a vécu. Si je vois que certaines personnes qui apparaissent, que je vois pas tout le monde, moi ça m'attriste. Et donc, dans le recueil qui a été fait, Le Chant du Colibri, où vous exposez ce que c'est l'art contre le féminicide, où vous avez fait cette présentation à trois, c'est-à-dire Lily, Gisèle et toi, Giancarlo, qui après permet la place de chacun s'exprimer artistiquement sur le sujet et de façon équitable dans sa participation. Pour moi, c'est quelque chose qui reflète l'idéalisme que j'ai de chacun peut être artiste et chacun a la parole. Ben, merci beaucoup Angélique. Donc le 11 mars, on retient aussi cette date. Si tu peux nous donner juste l'adresse, l'heure de la diffusion du film. Alors le film donc sera projeté au CGR Évry, donc Évry-Courcouronnes, à 20h. Donc il faut s'inscrire auprès de Marianne Films, qui a été producteur de ce projet, et la réalisatrice Tiffany Hamlat. Donc la plupart des personnes qui ont contribué au film, aussi bien dans l'écriture que en tant qu'acteur dans le film ou autre, parce qu'il y a eu beaucoup de métiers autour de ce projet, seront présents pour échanger avec vous sur l'endométriose et aussi sur comment vous percevez ce film. C'est-à-dire, est-ce que pour vous, ça répond à la problématique de ne pas en parler? D'accord, parfait. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à venir. Moi, j'y serai aussi. Donc, on se retrouvera le 11 mars, donc mercredi prochain, à l'adresse indiquée que tu viens de nous indiquer. On la mettra aussi en bas pour justement donner le lieu et la date. En
en complément. Merci beaucoup Angélique de ce partage. Merci de nous informer. Merci d'être venue à cette pause confidence. Ce rendez-vous qui unit, ce rendez-vous où l'on se retrouve, comme je le disais, tout simplement. Et je vous dis à une prochaine. À bientôt. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et on vous répondra au plus vite. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.